Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur les médias leaders, True TV et Watt FM. Une audience consacrée d'abord au Burkina où on attend toujours la composition du nouveau gouvernement et pendant ce temps, 10 militaires du 14e régiment interarmes de Djibo sont tombés ce 25 octobre dans une riposte à l'attaque terroriste qui a visé leur base. Une riposte qui a neutralisé également 18 terroristes. Nous évoquerons aussi au cours de cette audience la situation au Tchad au lendemain de la répression qui a fait le 20 octobre dernier une cinquantaine de morts et des centaines de blessés et qui nourrit des réprobations tous azimuts. Deux des juges de ce tribunal siègent aujourd'hui pour décrypter ces faits marquants de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bonjour juge Geoffroy Avara. Bonjour président Toumongi, bonjour juge Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Juge, bonjour. Monsieur le Président, bonjour. Auditeurs, téléspectateurs, bonjour. Auditeurs et auditrices de la radio 100% urbaine, c'est Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision True TV, de la télévision interactive, bienvenue à la deuxième audience de cette semaine pour le compte du tribunal de l'actualité. Et pour commencer, voici les avant-propos des juges. Juge Geoffroy Avara, qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Oui, un avant-propos sur la Guinée. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais le week-end dernier, il y a une décision qui est tombée avec les discussions avec la CEDEAO. Les militaires au pouvoir qui acceptent à présent une transition de 24 mois. Ils voulaient 3 ans, c'était ce qu'ils demandaient depuis. Et maintenant, c'est 24 mois. Maintenant, Doumbouya a fait savoir que ça ne commencerait qu'à partir de janvier prochain. Donc, quand vous regardez, son coup d'État, c'était en septembre 2021. Il a déjà fait 1 an et il fera encore 2 ans. Bon, quand vous regardez, il a obtenu ses 3 ans. Quand on fait bien le calcul. C'est vrai que la CEDEAO avait tapé du poing sur la table puisqu'il a demandé 3 ans. Si cela lui était considéré, on partait dans 4 années. C'est le mandat carrément de Condé qu'il a fait tomber, qu'il voulait peut-être entièrement exécuter. Mais je crois aussi qu'il y a eu peut-être la pression de la CEDEAO, mais ce qui a le plus compté, pour moi, c'est la pression en interne avec le FNDC, Front National de Défense de la Constitution, qui, avec ses sorties, a pu obliger d'une certaine façon Doumbouya à comprendre que si un certain Condé a été arrêté pour sa longévité voulue au pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui fera un coup d'État, qui viendra à souhait faire durer les choses pour un passage à l'ordre normal. Donc je pense que c'est des pressions qui ont payé. Et puis, quoi qu'on dise, la Guinée a ses préoccupations aussi. Et il faudrait que ce soit celle-là qui soit mise au centre et que rapidement ils reviennent à un ordre normal. Et il y a aussi, quoi qu'on dise aussi, les sanctions là qui, en septembre, ont fait suspendre les transactions financières et autres, avec les gels d'avoirs qui planaient sur la tête des uns et des autres. Certains avaient déjà été ciblés et tout. Donc, ça a permis d'aller un peu plus vite à la réflexion. C'est bon, c'est vrai que tous les superchus disent ça ne commence pas maintenant, ça commence en janvier. Bon, c'est juste quelques mois qui grappillent, mais il faut qu'ils se concentrent sur comment passer les choses, comment est-ce qu'on fait une transition réussie, comment est-ce qu'on organise les choses de sorte à ce que ce soit vraiment pour une fois l'expression vraiment du Guinéen qui transparaisse à travers des consultations électorales qui soient qui traduisent ce que transpire clairement le Guinéen dans son tréfonds. Je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter et bon courage aux Guinéens. C'est ce qu'on peut souhaiter. Bon courage aux Guinéens. On attendra encore la décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO puisque cet accord va leur être présenté. Juge Inoussa Ouedraogo, quel est votre avant-propos du jour? Merci Président. Je voudrais ici féliciter 2 de nos confrères burkinabé. Il s'agit de Bassiratou Kindo de Mousso News et Ignace Nabolé de Faso 7. Mais au moment où il présentait ses œuvres pour prétendre donc au prix Wameka, qui est un prix qui
vise à récompenser des journalistes de la sous-région ouest-africaine qui se sont illustrés dans leur travail. Et Ignace Nabolé, au moment où il s'engageait dans cette compétition-là, était à Burkina 24, mais aujourd'hui il est à Faso 7. Donc Bassiratou Kindo et lui ont remporté donc ce prix-là du côté du Ghana. C'est un prix qui est promu par la Fondation des médias en Afrique de l'Ouest. Il y avait plus de 4000 articles en compétition et nos deux confrères se sont donc en sortis avec des prix. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais en tout cas, ces derniers temps, le Burkina, les journalistes et les médias burkinabés s'illustrent aussi bien dans la sous-région qu'à travers le monde par la qualité de leur travail. Et je voudrais ici donc féliciter Bassiratou Kindo et Ignace Nabolé qui font honneur donc aux médias burkinabés en rapportant donc ce prix le week-end dernier du côté d'Accra au Ghana. Il faut rendre hommage donc à ces confrères qui font un travail merveilleux, reconnu aussi bien au plan national qu'au plan international. Bon courage et bonne continuation à tous les confrères. C'était la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité, séquence qui nous plonge à présent dans le décryptage de la dernière actualité au Burkina, où on attend toujours la composition de nouveaux gouvernements. Hier, 24 octobre, on a tendu l'oreille, écarquillé les yeux, mais la fumée blanche se fait encore désirer. Juge Vara. Oui, elle se fait encore désirer, mais je pense aussi que c'est la réalité de ce que aller vite peut être une aspiration, aller vite peut être même une conviction. Maintenant, il y a le contexte et quelquefois la réalité qui peut être dure et qui ramène un peu à un genre de décélération non voulu. Sinon, on l'a compris, le là a été donné, prestation de serment vendredi matin, donc 10h, et puis le soir à 20h, on avait le nom du Premier ministre. Ça avait l'air du tout calibré déjà, et puis beaucoup se disaient, bon, ça veut dire aussi que sûrement on doit avoir le gouvernement dans sa tendance majeure. Maintenant, je me dis que si jusqu'à présent on n'a pas encore cette liste, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tractations encore qui se font et sûrement qu'il y a des bords à vraiment arrondir et tout. Mais en même temps, je crois aussi que pour beaucoup de personnes, l'appel n'est pas facile à accepter. Vous savez, travailler, il y a beaucoup qui déjà ont un problème avec les transitions et donc les coups d'État. Et donc à participer à faire partie d'un gouvernement de ce type, il y en a qui se refusent à ça. Donc ça rend difficile déjà le casting. Et puis il y a aussi la sombre expérience, on peut l'appeler comme ça, que certains perçoivent pour ce qui est de ceux qui ont accepté de venir au gouvernement sous Damiba. Ils ont fait 8 mois. Et aujourd'hui, pour ces civils qui n'ont eu autre chose qu'à se dire que bon, on peut apporter quelque chose pour ce Burkina Faso-là, ils se retrouvent à subir, je dirais pas le même courroux, mais à être traités un peu comme l'échec de Damiba. Ils sont tous enveloppés dedans. Donc je ne pense pas que c'est tout le monde qui veuille vivre cette expérience-là. Vous construisez une vie et puis tout est chamboulé en un instant, pas parce que vous avez été incapable, pas parce que vous n'avez pas peut-être tenu les objectifs, mais parce que il y a beaucoup de choses qui ne dépendaient pas de vous et en définitive, c'est ça qui est le dénominateur commun sur lequel on vous aligne et sur lequel on vous juge. Donc quand c'est comme ça, ça fait beaucoup réfléchir parce que ceux qui viennent, tout ne dépendra pas d'eux. Parce qu'on a eu d'abord, quoi qu'on dise, un coup d'État dans un coup d'État, c'était une affaire militaro-militaire. Les civils qui sont venus, ils ont eu les yeux pour constater. On avait dit celui-là a été arrêté, celui-là a été arrêté. Après, on a appris que Neni. Et puis, bon, c'est fini. C'est-à-dire, eux, ils ont regardé les choses se passer, même en tant que ministre de loin. Et après, ils ont été informés que c'est fini. Et puis, voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on vous appelle, vous réfléchissez aussi. D'autant que c'est une période de transition. De transition. Et vous vous rappelez, lors de la prestation de serment, qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a dit? Il y a un vœu qui a été lancé. Souhaitons que la prochaine prestation de serment soit celle du président élu
après une transition réussie. Tout le monde a ce souhait-là. Ah, mais c'est pas simple. Donc, je comprends. En tout cas, je comprends que ça tarde. C'est la réalité du terrain, c'est le contexte qui le veut ainsi. Tout le monde réfléchira par deux fois, même si, au fond du cœur, on a envie d'apporter quelque chose et de sortir ce Bourkida-là de par sa contribution du contexte dans lequel il est. Et je comprends forcément. Alors oui, comme l'a dit tout à l'heure juge Vara, l'investiture ou la prestation de serment du président de la transition est allée vite, enfin la nomination du Premier ministre est allée très vite après l'investiture du président de la transition. On avait espéré qu'on aurait le gouvernement même le week-end, puis on a dit bon ça sera lundi, on est mardi, on n'a toujours pas le gouvernement, il tombera peut-être ce soir, on n'en sait rien. Alors est-ce que vous comprenez vous aussi ce qu'on pourrait qualifier de longueur dans le on va aller vite dans le on va aller vite qu'avait souhaité donc le président de la transition? Oui, c'est vrai que effectivement, quand on a eu le Premier ministre dans l'après-midi de la prestation du serment du président Ibrahim Traoré, on s'est dit que effectivement les choses allaient aller vite. Le Premier ministre lui-même a reconnu chez notre confrère de Omega qu'il était en tout cas avec le président en phase, et que si ça ne tenait vraiment qu'à lui, on obtiendra le gouvernement assez rapidement. Mais il a indiqué par la suite qu'il y a des aspects administratifs à prendre en compte, et j'imagine que ce sont ces aspects-là effectivement qui font que ça tarde. S'il y a une volonté aussi d'inclure le maximum de personnes et le maximum de tendances, il y a tellement de partis, tellement d'organisations de la société civile, que souvent il faut tenir compte de tous ces aspects pour pouvoir sortir le gouvernement. En plus de ça, j'imagine qu'il y a certaines enquêtes de moralité qu'il faut diligenter rapidement vis-à-vis en tout cas de ceux qui ont été choisis pour faire partie de cette équipe-là. Et l'un dans l'autre, ça peut expliquer en tout cas que jusque-là, on n'est pas de gouvernement. Mais comme moi je l'ai toujours dit, le plus important c'est que le pays continue de fonctionner, que ceux qui gèrent les affaires courantes y mettent du sien, pour que les dossiers puissent avancer rapidement. Et puis, on mérite également d'une administration qui a ses lourdeurs, qui a ses lenteurs. Et tout ça, effectivement, devait être des éléments sur lesquels le nouveau gouvernement doit travailler, parce qu'il y a la nécessité, effectivement, d'aller vite et bien. Alors, ça va faire bientôt un mois qu'on a enregistré ce coup d'État dans le coup d'État. C'était le 30 septembre. Un gouvernement attendu et qui doit donc intervenir bientôt, disons. Mais un gouvernement qui doit faire face à de nombreux défis, des défis complexes, dont le tout premier d'entre eux reste le défi sécuritaire. Une attaque est encore intervenue à Djibo. C'était hier, Geoffroy Vara. Oui, c'était hier. Et puis on a vu, c'est vrai que déjà on pense aux soldats tombés et blessés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une riposte à la hauteur de l'attaque qui a été perpétrée. Et puis on apprend aussi que dans leur dessein malin et sombre, ils ont voulu aussi s'en prendre aux installations d'adduction d'eau au niveau de la ville de Djibo. Donc on comprend un peu le dessein noir qu'ils avaient par rapport à cela. En plus d'affamer des populations, ce qu'on veut, c'est les priver d'eau. Leur priver d'eau, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est innommable. Maintenant, on a des forces de l'ordre qui sont bien positionnées, qui sont, qui tentent de répondre. Vous savez, il faut comprendre que la surprise, c'est, je veux dire, tout ce que vous pouvez, c'est réagir. Et la réaction ça ne se fait jamais sans dommage, puisque vous êtes pris pour cible, c'est-à-dire que celui qui ouvre le feu le premier fera au moins un dommage. Et donc, mais ce qu'on regarde dedans, nous, c'est après comment est-ce que nos forces ont réagi. Et quand on apprend que la réaction a été à la hauteur, on a même pu mettre la main sur certains géos, on s'est dit, bon, ça veut dire que ça commence à venir. La niaque qu'on attendait, on l'a. Mais ce qui est attendu aussi depuis, ce n'est pas
ce n'est pas qu'on apprenne que nos positions sont attaquées. C'est plutôt qu'on a l'impression, à travers des informations, d'aller vers l'avant. Que nous soyons plutôt dans l'offensive. Qu'on nous fasse des points de guerre que nous sommes en train de mener. Pas de position que nous sommes en train de garder. Maintenant, je dis la réponse avec... parce qu'on nous a dit que même il y a eu un soutien aérien et tout. Donc, il y a un genre de coordination, une certaine intelligence qui se fait. Et donc, ça, c'est bon à savoir, c'est bon à prendre. Maintenant, ce qui est attendu, je crois, avec le capitaine Ibrahim Traoré, ça a été dit, c'est vraiment la question de l'offensive. Parce qu'on ne va pas dans la reconquête d'un territoire en tablant sur ses bases. Non, c'est avec une stratégie, d'abord contrer la volonté expansionniste de ces terroristes-là, et puis aller les chercher là où ils sont. Je crois que c'est vraiment ça qu'on attend. Maintenant, quand on a ce type d'information, bon, on le prend aussi comme ça. Oui, on l'a dit déjà sur ce plateau, Djibo est devenue une ville symbole, une ville martyre aussi, une ville stratégique, puisque c'est une ville qui est sous blocus terroriste depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, d'attaquer le camp du RIAC, d'attaquer ce camp, est-ce pour les terroristes une manière aussi de montrer une certaine puissance, une certaine force, une certaine outrecuidance? Et comment on fait aujourd'hui pour sortir Djibo de cet étau dans lequel elle est enferrée? Effectivement, l'attaque de ce camp est vraiment révélateur de ce que les terroristes, eux aussi, sont engagés à nous rendre la vie impossible, véritablement. Parce que jusque-là, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu d'attaque véritablement à Djibo particulièrement, mais qu'ils viennent à attaquer le camp. Je pense aussi que c'est la première fois que ça arrive. Les autres fois, ils avaient attaqué la gendarmerie, mais le camp lui-même n'a pas, à ma connaissance, été attaqué, sauf omission de ma part. Donc en attaquant le camp de cette façon, tuant 10 personnes, ça montre qu'ils sont vraiment décidés à étouffer totalement Djibo. Mais effectivement, la réponse qui a été donnée à cette attaque-là aussi montre que nos militaires restent vigilants. Il y a certainement beaucoup de travail à faire pour les ramener à leur réelle capacité. Et je pense que à travers donc leur réactivité, ils ont montré qu'effectivement ils peuvent être dans la dynamique aussi d'aller chercher l'ennemi là où il se cache pour en finir avec lui. C'est sûr que les jours et semaines à venir nous dirons et nous situerons mieux sur la volonté, la détermination de nos forces militaires et paramilitaires d'en découdre définitivement avec ce terrorisme-là. C'est vrai que ça ne va pas finir du jour au lendemain, mais à travers donc la réactivité de notre armée, on sentira si oui ou non il y a effectivement une volonté d'aller se battre, d'aller chercher l'ennemi et surtout de ne pas se bunkériser et d'attendre l'ennemi venir attaquer pour riposter. On a indiqué également qu'il y a eu le vecteur aérien qui est allé en soutien donc à Djibo. C'est une excellente nouvelle. C'est vrai que par le passé, on a souvent attendu longtemps que le vecteur aérien intervienne, mais cette fois-ci, il m'a tout l'air que la réaction a été un peu plus rapide et c'est tout ce que nous souhaitons. C'est triste vraiment pour ces 10 militaires qui sont tombés pour la patrie, mais les militaires eux-mêmes le disent. Cette énième attaque ne doit pas rester impunie. Il faut aller chercher les terroristes où ils sont pour éviter qu'ils continuent d'endeuiller donc notre armée et nos populations. Alors justement, il y a une opération de recrutement de 15 000 volontaires pour la défense de la patrie dans le cadre donc du déploiement de nos forces armées et dans le cadre aussi, je pense, de la stratégie à mettre en œuvre pour continuer d'avoir une réponse opérationnelle face à ce péril face à ce
péril qui existe depuis plusieurs années maintenant. Alors, est-ce que cet objectif de recrutement des VDP selon vous, va dans ce sens donc d'améliorer les capacités opérationnelles des forces militaires et paramilitaires, comme l'a dit tout à l'heure le juge Inoussa Ouedraogo? Bon, je crois que même à travers le discours du président, on a compris la contribution ô combien importante de ces VDP-là. Je lis un de ces passages, c'était carrément, si vous le rappeliez, vers la fin de son discours, vendredi. Discours de l'investiture, voilà. Où il a essayé de laisser parler son cœur. C'est cela. Et il dit ceci: l'ennemi n'est pas au-dessus de nous. Si des volontaires pour la défense de la patrie se sacrifient jour et nuit, nous, porteurs de la tenue, nous n'avons aucune raison que de nous unir, de les appuyer et d'aller en rang pour vaincre. Moi, je pense que ça veut tout dire. Mais dans cette phrase, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Pour moi, c'est peut-être, il a parlé avec son cœur, donc quand c'est comme ça, c'est, je ne dirais pas que c'est l'émotion, mais on est plus dans le vrai. Est-ce que c'est les VDP qui appuient nos militaires ou bien c'est les militaires qui appuient nos VDP? Qui doit accompagner qui dans cette opération? C'est ce que vous voulez faire ressortir. Il dit, si les volontaires pour la défense de la patrie se sacrifient jour et nuit, nous porteurs de la tenue, nous n'avons aucune raison que de nous unir, de les appuyer et d'aller en rang pour vaincre. Parce que il y a un poids fort de la réponse domestique que nous avons aujourd'hui là, qui est celui des VDP. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Et je crois que ça transparaît dans ce discours-là, même si on peut dire que les mots ont trahi, mais il y a une réalité. Ils sont sur le terrain, ils savent. Même quand on parle d'attaque de convoi, vous allez toujours entendre parler de VDP qui sont tombés. C'est-à-dire que la vocation qu'on en avait fait au départ textuelle, ils en sont loin. Ça veut dire que c'est des gens qui vont contribuer au renseignement, c'est des gens qui vont ceci. Non, non, non. Ils ont leur partie de territoire qui sont attaqués. Ils décident de s'organiser, ils décident de se mettre en avant. Mais la vérité, il y a un ministre qui est tombé ici qui avait dit quelque chose qui n'était pas faux sur la gestion des VDP et puis leur reconnaissance vis-à-vis de la patrie elle-même. Je dis, on posait le problème à un moment donné, on n'arrivait pas à s'en occuper de façon claire parce qu'on ne les avait pas de façon listée. On ne maîtrise pas vraiment on ne les maîtrise pas dans leurs composantes. Et quand c'est comme ça, comment est-ce que vous pouvez budgétiser quelque chose pour les accompagner? C'est compliqué. Mais ils se donnent jour et nuit. Mais ça, il faut un accompagnement. Et à un moment donné, c'est ce qui était source de démotivation. On a fait des reportages là-dessus. Maxime Jean-Eudes Bambara avait tourné avec eux dans beaucoup de régions et tout. Ils ont dit que le problème, c'était ça. Ils étaient démunis face à tout. Et puis, quelquefois, les armes qu'ils avaient, mais c'est ce qu'ils ont récupéré avec des terroristes. Vous voyez ce courage-là. Et c'est ça la réalité. Donc, on est d'accord que les VDP, ils ont une contribution qui est forte. Je pense que c'est pour cela qu'il y a une volonté aussi d'en accroître le nombre. Mais parce que il y a dans le terrorisme auquel nous faisons face, les experts en sécurité nous en ont fait beaucoup la lecture, et même les forces de défense et de sécurité, lorsqu'il y a des échanges, nous rappellent la même chose. Ils sont dans une double action. C'est guérilla, difficile à gérer, et puis guerre conventionnelle. Ce que vous avez vu à Djibo, c'est une guerre conventionnelle. Aller attaquer un camp, ça c'est une guerre conventionnelle. Maintenant, guérilla, lorsqu'ils se font dans la masse, ils sont avec les populations, ça devient un peu compliqué parce que là, vous ne savez pas comment vous agissez. Mais ceux qui peuvent agir là, en ce moment, parce qu'on n'est pas dans une guerre de tranchées et de camps, c'est les populations qui peuvent, elles, à un certain niveau, apporter la réponse. Et ça ne peut se faire qu'en les organisant, donc qu'ils acceptent de se recruter. C'est ça qu'on appelle VDP. Donc ça, c'est clair qu'il y a une option forte sur ce chapitre-là, et ça peut apporter une bouffée d'oxygène. Mais il faut que notre armée aussi, qui pour moi est celle qui est formée, qui est à l'école et qui a la vocation première de répondre à ce type de menaces-là, soit restructurée et recentrée, recadrée sur l'objectif principal. Et que ça, moi je pense qu'on ne va pas arrêter de le dire. On a vu lors de la prestation de serment des gens qui portent des galons jusqu'à comment on appelle ça, le treillis, là, ça bouge un peu à gauche tellement il y a des galons dessus, mais en train de dormir, en train de somnoler. À 10h du matin,
à la prestation de serment du président dans un pays en guerre. Il faut les secouer. Il faut les secouer, il faut qu'ils se bougent. Ouais, il faut qu'ils... L'armée, c'est un corps. méritent leur médaille. L'armée, c'est un tout. Je sais que c'est des messieurs qui ont de la stratégie dans la tête, qui sont allés à l'école pour ça. Il ne faudrait pas qu'ils sommeillent à Ouagadougou, ou bien qu'ils tournent à Ouagadougou à jouer le commerçant. Il faut qu'ils aillent apporter leur contribution. Je crois que ça aussi, il faudrait que le capitaine Traoré s'en rende compte. C'est un tout, l'armée, c'est un corps. Les VDP, oui, mais ils ne peuvent pas tout faire. La preuve, ils ne sont pas... La plupart de ceux que nous avons rencontrés lorsque nous faisions notre reportage terrain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont eu la formation directe avec les militaires. Ça n'a pas duré un mois. Mais c'est ceux-là qui forment leurs frères au maniement de l'arme. Donc, en définitive, sur 300 VDP, vous n'avez même pas 7 qui ont fait une formation avec les militaires. Mais donc, qui petit à petit apprennent sur le terrain, mais ils sont efficaces. Mais ils sont tout aussi efficaces que les terroristes qui sont en face, qui n'ont pas fait d'école de guerre, qui n'ont pas fait Saint-Cyr et autres. Donc, je crois aussi que c'est un parallélisme de forme dont il faut tenir compte. Et c'est dit, c'est intéressant que de vouloir grossir le nombre, mais derrière aussi, il faut des capacités organisationnelles de soutien. Et le soutien, c'est aussi financier, parce qu'il faut s'occuper de ces messieurs-là. Ils laissent quelquefois leurs activités, ils s'organisent par moment pour laisser ceci et cela, et c'est un genre de ronde qu'ils font ensemble. Mais si ce n'est pas soutenu, on retombera dans les mêmes errements sous la présidence Rose Kaboré, où les VDP étaient démobilisés et beaucoup étaient répartis, même faire de leur paillage à un moment donné. Et tout ça, on l'avait vu. Donc, du nombre, c'est bon, parce qu'il y a une capacité de réponse avec eux qui est très intéressante, mais derrière, il faut un accompagnement, il faut un soutien. S'ils sont vraiment pris en compte, comme on l'a dit, il faudrait que ce soit vraiment, pour moi, de façon à ne pas les décourager, de façon à entretenir la flamme qu'ils ont et garder les résultats qui sont les leurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est posé. Il faut évidemment soutenir ces VDP avec la logistique qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut, la formation qu'il faut. Au début, quand cette idée de volontaire pour la défense de la patrie a été posée sur la table, c'est une idée qui a quelque peu été combattu et décrié. Il a fallu même légiférer sur la question. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ces volontaires sont effectivement des volontaires et qu'ils sont utiles dans cette lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas, Inoussa Ouedraogo? Tout à fait. Aujourd'hui, quand on regarde l'exemple de Ladi Yoro, qui est mort au combat, on se rend compte qu'effectivement, les VDP sont les personnes véritablement engagées, qui ont l'avantage de connaître le terrain et qui veulent défendre véritablement leur village, leur ville, leur province, etc. Et donc, pour moi, c'est une excellente chose de recruter, de massifier comme ça le recrutement des VDP. Mais si j'avais le pouvoir de décider, je serais allé plus loin en militarisant ces VDP-là. Parce que, vous voyez, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a recruté nos grands-parents et ils étaient positionnés en avant comme des chairs à canon. Et leur rétribution était différente de celle des militaires français qui combattaient pourtant sur le même front qu'eux. Et après, nos grands-parents se sont battus ici pour avoir le même statut que leurs frères d'armes français qui étaient au front avec eux et qui tombaient avec eux. Parce que les balles ne font pas de différence entre les couleurs de peau, entre votre appartenance à tel ou tel corps. C'est pour ça, je pense que les 15 000 VDP qu'on va choisir, on veut recruter. Pourquoi on décide qu'il s'arrête seulement à VDP? Pourquoi ne pas militariser et faire un contingent spécial? On fait deux des militaires. C'est parce qu'ils vont au front, ils vont faire la guerre. Donc, il n'y a pas de raison qu'on leur dise, bon, vous êtes des VDP, on va recruter 15 000 personnes, c'est 15 000 forces qu'on va mettre sur le terrain, sauf qu'ils n'ont pas
les mêmes appellations que les autres, ils n'ont pas les mêmes traitements que les autres, alors que, comme le rappelait le juge Vaha, le président indiquait, et ça c'est certainement son subconscient qui a parlé, c'est les VDP qui sont devant assez souvent et les militaires viennent en appui. Donc moi je pense qu'il faut avoir le courage d'aller plus loin en appelant à un contingent spécial de 15 000 militaires. Et ces personnes-là s'engagent en sachant que, bon, ils sont recrutés peut-être pour 3 ans, pour 5 ans, pour 7 ans, et ils le font. Et on se projette en ayant à l'esprit que peut-être que dans 5 ans, on aurait fini avec le terrorisme. Oui, pour ne pas vous couper, hein, peut-être que cette dimension de l'affaire est dans la stratégie que va déployer le capitaine Ibrahim Traoré, je n'en sais rien, mais en militarisant ainsi, comme vous le dites, les VDP, est-ce qu'on les écarte pas de leur mission première, qu'ils connaissent le terrain et que c'est leur localité et qu'ils ont une aptitude autre qui pourrait contribuer à cette lutte contre le terrorisme en allant chercher les terroristes là où ils sont ou en débusquant certaines proies que les militaires ne peuvent pas ou les militaires ne peuvent pas accéder, par exemple. Les militaires disent que c'est le terrain qui détermine la manœuvre. Ces VDP ont été recrutés au départ pour servir surtout d'agents de renseignement, de supplétifs, etc. Mais on se rend compte à la pratique qu'ils sont des militaires. C'est l'appellation simplement qui change. Il mérite d'être élevé au rang de général à titre posthume, puisqu'il fait mieux que certains généraux. Et de ce point de vue, je pense qu'ils sont nombreux, ces VDP, qui font comme les militaires ou qui font mieux que certains militaires. Donc il n'y a pas de raison qu'on continue à les appeler VDP, puisque c'est des militaires dans la réalité. Et donc il faut aller jusqu'au bout de l'idée pour faire d'eux effectivement des militaires. Et donc ne pas recruter des VDP, mais plutôt des militaires. Non, pour moi c'est la même chose. On les appelle VDP, on les forme 2 semaines, 3 semaines, etc. Mais on les met sur le terrain. Et quand le terroriste il vient là, il ne fait pas la part des choses entre le VDP et le terroriste. Bien au contraire, de ce qu'on a comme retour, ils sont même plus dans le viseur que ceux qu'on appelle militaires. Et donc, à partir du moment où vous faites le même métier, à partir du moment où vous vous sacrifiez de la même manière, à partir du moment où vous êtes sur le même théâtre d'opération, vous êtes pareil. Et donc, pour moi, la division, justement, pas peut-être la division, mais en tout cas, la différenciation peut faire justement que on peut avoir moins d'engagement, parce que un VDP, il a combien? Maximum 20 000 francs. Ce qu'il faut revoir. Ce qu'il faut revoir. Et je souligné tout à l'heure. Il faut aller, parce que si on dit de revoir, on va ramener ça à combien? À 30 000, à 40 000, ou même au double par exemple. Mais c'est toujours la même chose. Il faut donner à ces gens-là tous les moyens et toutes les capacités. Voilà, un statut militaire pur et dur. C'est aussi simple que cela. Imaginez-vous qu'on ait 15 000 militaires, qu'au lieu de les appeler VDP, qu'on les appelle militaires, et qu'on trouve les moyens financiers, parce que nous sommes un pays. On peut trouver les moyens financiers d'entretenir ces 15 000 personnes sur au moins 5 ans pour qu'ils fassent la guerre entièrement. Mais quand vous êtes VDP, vous êtes limité. Même en termes d'équipement, il faut un service minimum. Or, s'ils sont militaires, et un formateur militaire nous a déjà indiqué qu'en 3 semaines, 1 mois, on peut mettre sur pied des hommes valables pour faire la guerre. Et ces VDP ont l'avantage d'être véritablement engagés, parce que ce n'est pas pour les 20 000 francs qu'ils s'engagent, c'est véritablement pour la défense de la patrie. Et si c'est le cas, il faut avoir le courage de les militariser. Et pas que. Il y a aussi les forces paramilitaires qui sont là. On a vu le voisin malien, comparaison n'est pas raison. Mais en temps de guerre, ces personnes-là doivent pouvoir être militarisées également. La police a longtemps demandé des moyens. Aujourd'hui, au lieu que nos policiers soient au feu, en train de réguler la circulation, ils doivent être au front. Et on doit leur donner les moyens qu'il faut pour qu'ils aillent au front. Et ceux qu'on appelle VDP, par exemple, auraient pu les supplier, si on ne veut pas les militariser, auraient pu supplier justement ces policiers-là qui sont rompus à la manipulation des armes.
et qui ont de la stratégie aussi pour faire la guerre. Donc il s'agit de redéployer conséquemment ces forces, ces énergies que nous avons là pour pouvoir faire en sorte que cette guerre prenne fin. Juge Vara, juste sur cette question, êtes-vous d'avis avec le juge Inoussa Ouedraogo qu'il faut changer de statut et accorder au VDP voilà, ce statut de militaire? Bon, je crois que il faut qu'on soit aussi conséquent avec nous-mêmes. Vous demandez 15 000 VDP, mais je pense que les derniers recrutements dont on a parlé pour notre ami, c'était 3 000, non? 3 000. 3 000. On est en situation de guerre. Vous avez un besoin de personnes, de mains, de bras pour tenir l'arme face à un ennemi. Vous savez que le besoin, il est prégnant. Dernier recrutement, 3 000 militaires. Maintenant, vous voulez 15 000 VDP. Dans le discours du capitaine lui-même, président de la transition, il reconnaît l'apport de ces VDP-là sur le terrain. Il n'a même pas besoin de le dire. Je pense que les Burkinabés le savent. Est-ce que c'est un calcul sur qui coûte moins cher? VDP, comme il le disait tout à l'heure, militaire, la balle ne fait pas de casting. Elle ne demande pas ta carte d'identité avant. Elle te transperce et c'est fini. Et puis, l'amour et la défense de la patrie, là, c'est au prix de sa vie. Le traitement et puis les choses qui vont avec devraient être conséquents. J'ai dit encore que les VDP n'ont pas été bien traités à une époque très récente ici. Bien sûr. Est-ce qu'on va retomber dedans? On va en prendre 15 000 juste pour continuer de les payer comment? Est-ce qu'il ne faut pas, et je suis d'accord avec Inoussa, avoir un genre de statut qui les protège, qui soit aussi, je ne dirais pas une rétribution, mais une reconnaissance pour l'effort fait. On est dans une crise, dans une guerre. J'ai l'impression que ça, on ne le dit pas assez. Aujourd'hui, ceux qui crient tout le temps, qui sortent, faisons ceci, faisons cela et tout, on a lancé, on attend. Ce n'est plus les, comment dire cela, ce n'est plus les points de presse où on appelle et puis on raconte 2-3 choses. Si on est si amoureux de la patrie et pense qu'on est jeune ou qu'on peut faire des choses, c'est aller se faire enrôler maintenant. Mais quand vous partez, vous vous dites, c'est le sacrifice suprême, voilà. Mais derrière, comment on gère? Mais on a compris la question des VDP, déjà comment ça a été calibré au départ, c'était pas mal. Ça veut dire qu'au niveau de la localité elle-même, il y a une façon de concentrer les décisions qui sont prises, l'enrôlement qui est fait, chacun parce qu'ils se connaissent. C'est très bien. Mais quand ils ont fini là, vous les traitez comment? Pour l'Adi Yoro, on a reçu, et ça encore pour moi c'est des choses qui doivent être vraiment élucidées. On a reçu des témoignages, et même sur ce plateau on l'a abordé, il a été presque livré. Ça, il y en a qui parlent de complicité au sein même de nos forces. Ça, c'est des choses. C'est quelqu'un qui a été un symbole dans notre lutte. Tout à fait. Il tombe comme ça. Pour ceux qui étaient là, ceux qui ont rapporté aux autres comment ça s'est passé, comment ils ne sont pas contents. Est-ce que ça va rester comme ça? Donc vous allez laisser qu'ils viennent, ils continuent de... Non, je pense qu'il y a beaucoup de petites choses derrière qu'il faut régler. Il y a beaucoup de petites choses auxquelles il faut apporter des réponses. C'est bien de dire on veut 15 000, mais vous allez les traiter comment? Et ça, c'est une question qui doit préoccuper le prochain gouvernement. Et je dis, il ne faut pas appeler 15 000 parce qu'on s'est dit que ça va coûter. Et je pense que le parallèle que Inoussa a fait est très pertinent. Il ne faudrait pas réfléchir comme sous la guerre, pendant la guerre mondiale où on s'est dit, ceux-là vont nous coûter moins cher, on les met des vins, ils ne coûtent rien, c'est pas grave. Non. Non, le sacrifice là, chacun est venu, chacun est avec sa vie à préserver, et qui fait le choix de ce sacrifice là selon la conviction qui est la sienne. Mais en retour, une vie vaut une vie. Il ne faut pas prendre 15 000 parce que ça coûte moins cher ou bien parce qu'on se dit que ça c'est plus gérable. Et puis quand on parle de nos forces, on trouve qu'en période de guerre, c'est de 3 000 seulement on a besoin. Si on a besoin de bras, il faut donner un bon statut à ces messieurs-là qui continuent
de sacrifier. En somme, il faut donc valoriser nos volontaires pour la défense de la patrie. Il faut faire le tour de la question et les mettre dans un statut qui leur permette de jouer pleinement leur rôle. Le Burkina est en transition, le Tchad aussi, mais la situation au Tchad est sur la table. Ce 25 octobre à Kinshasa, en République démocratique du Congo, d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des 11 pays de la communauté des États d'Afrique centrale, CEAC, y compris avec le président donc Déby. Un sommet qui intervient au lendemain des manifestations le 20 octobre dernier contre le régime du général Mahamat Idriss Déby Itno, qui venait de prolonger de 2 ans une période de transition vers les élections. Des manifestations violemment réprimées et qui ont fait au moins une 50aine de morts et des centaines de blessés, nous savons. Ce qui se passe au Tchad est inimaginable. Je ne savais pas que on n'avait pas encore dépassé ce stade-là dans ce pays-là. Paix à l'âme de tous ceux qui sont tombés. C'est peut-être le prix à payer pour débarrasser le Tchad de cette dictature, mais les Tchadiens ne méritent pas ça. Les peuples africains ne méritent pas que leurs armées continuent à tirer sur eux, alors qu'on a bien d'autres choses à faire. S'exprimer, s'indigner, avoir la liberté de dire que je ne suis pas d'accord, c'est tout simplement des droits humains. Et quand on est humain et qu'on ne peut plus dire je ne suis pas d'accord, mais on est dans quel pays? C'est pas normal. Et moi je suis scandalisé du silence de la communauté internationale, de tous ces donneurs de leçons. La communauté internationale l'a condamné, comme à son habitude. Justement, on veut qu'ils aillent au-delà. On ne peut pas se contenter de condamner. Il y a mieux à faire. Puisque nous déjà nous condamnons. Nous qui ne sommes rien, entre guillemets, nous condamnons. Vous attendiez que la communauté internationale fasse quoi dans cette histoire? Il y a un sommet qui va se tenir aujourd'hui même. Il faut commencer par ouvrir une enquête pour savoir qui sont ceux qui ont fait ça. Il faut situer les responsabilités, en commençant par celui qui a juré de protéger les Tchadiens, le président Déby. Il faut interroger les chefs militaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on ne peut pas se contenter de condamner. Normalement, dès le lendemain, on doit mettre en place une commission d'enquête pour situer les responsabilités et punir les auteurs à la hauteur de leur forfait. Maintenant, on se contente juste de condamner du bout des lèvres. Déby est toujours président. On l'invite même à venir dialoguer, à venir discuter. Non, ce n'est pas normal. Oui, mais c'est un sommet, il faut bien qu'on l'écoute sur ce qu'il pense de cette situation. Et peut-être que des décisions sortiront de ce sommet, on n'en sait encore rien. En tout cas, pour Mahamat Idriss Déby Itno, il s'agit d'une insurrection minutieusement préparée avec le soutien de puissances étrangères. Oui, juge Vara. Oui, mais je pense que lui est très mal passé pour parler des puissances étrangères, parce qu'il bénéficie, quoi qu'on dise, d'un confort. Suivez mon regard, parce qu'il n'est pas traité, lui en tant que putschiste, comme les autres. Ça, c'est une réalité. Et quand on voit, on se demande, au fond, qu'est-ce que souvent nos dirigeants veulent? Parce que aujourd'hui, ils vont l'écouter, je pense que c'est en RDC, ils vont, avec Tshisekedi et les autres chefs d'État qui seront là, ils vont l'écouter pour comprendre ce qu'il en est et ce qui s'est passé. Lui ramenait, à travers son Premier ministre, la faute sur les manifestants eux-mêmes. Mais est-ce que les chefs d'État vont écouter l'autre partie? Il y a le succès Masra et autres qui avaient appelé les jeunes à sortir. Et puis, et ça, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un ait tué 50 personnes lors de manifestations, fait plus de 300 blessés? Et c'est pas tout. La FIDH continue son travail. Elle dit qu'il y a des camions militaires qui ont transporté entre 1500 personnes arrêtées et qui les ont envoyées vers le nord. Il y a des populations qui ont regardé, qui ont vu ça. Ils parlent des déportations d'ailleurs. Quel est leur sort? Où ils sont? Qu'est-ce qu'il en est? Ça, on ne sait même pas. Et c'est ce monsieur-là, vous allez appeler, vous allez l'écouter pour faire quoi? Bon, on sait qu'il y a
il y a des process. Il faut l'écouter. S'il y a des sanctions, ça va venir après. L'Union africaine, elle aussi, qu'est-ce qu'elle dit? C'est vrai qu'après avoir écouté, on verra s'il y a une décision qui sera prise ou pas. Mais ils ont été très attentifs sur le cas tchadien. Et c'est pour ça qu'on en arrive là. Alors vous parlez de l'Union africaine, juste pour préciser, à l'intention de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, l'Union africaine et l'Union européenne ont condamné fermement la répression des manifestations et de graves atteintes aux libertés d'expression et de manifestation, tandis que la France, vous avez demandé de suivre votre regard tout à l'heure, c'est un allié clé de N'Djamena, la France, eh bien, s'est élevée contre l'utilisation d'armes létales contre les manifestants. C'est juste pour apporter cette précision. Oui, mais bon, l'utilisation d'armes létales, c'est bien, mais il y a une répression du sauvage, d'une manifestation. Il faut condamner cela de façon très claire. Et puis, comment est-ce qu'on peut prétexter d'une insurrection pour pouvoir tirer à balles réelles sur sa population? Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas cela. C'est vraiment difficile à défendre ce dossier-là. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il ira dire à ses pairs. Maintenant, comme c'est des syndicats de chefs d'État où chacun, à un moment donné aussi, se dit que lorsqu'il y aura des débordements, pourrait se retrouver dans la même situation que Idriss Déby Itno Mahamat. Donc, il faut penser à demain. Il ne faut pas être si dur parce qu'on ne sait jamais. Ce que vous faites aujourd'hui pourra vous rattraper demain. C'est comme ça qu'il fonctionne. Sinon, il devrait y avoir, au regard pour moi de ce qui s'est passé, on pourrait aller au-delà même d'une condamnation et puis avoir des sanctions d'emblée. Oui. Parce que c'est difficile, je le dis encore, c'est difficile d'accepter et de justifier ce genre de choses-là. Contre son peuple, pour moi, c'est des choses qui ne passent pas. Mais c'est la vérité aussi de ce que les dialogues qu'on installe avec le genre de personnes triées sur le volet pour arranger des situations et puis arriver à des gens de consensus mis sur le dos du peuple, là, ça ne marche pas. Ils sortent d'un dialogue où les différentes composantes, disent-ils, du peuple tchadien, là, se sont réunis hors du pays jusqu'à revenir au pays et puis ont accouché de ce qui est en train de poser problème aujourd'hui. Ouais. Idriss Déby Itno Mahamat, président de la transition, pour un bagne encore qui a été rallongé et qui, par après, pourra candidater aux élections. Mais ça, c'est un boulevard qu'on a tracé pour ce monsieur-là. Et mais voilà que la rue dit, on n'est pas d'accord. Donc ceux qui sont allés dialoguer, les représentaient qui? Au peuple africain comme tu souffres. C'est une grosse question qu'il faut se poser. Et je dis au peuple africain comme tu souffres. Oui. Parce qu'on te met tout sur le dos. Tout le monde parle en ton nom. C'est ça la réalité. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça souvent, chez nous, beaucoup de régimes finissent de façon tragique. C'est que museler un peuple n'a autre moyen d'expression que la violence. Et cela se fait dans la rue. Oui, cela se fait dans la rue. Il faut noter d'ailleurs que l'Organisation mondiale contre la torture a accusé le pouvoir tchadien donc, de graves violations des droits humains dans la répression des manifestations du 20 octobre dernier et d'avoir tué au moins 80 personnes. L'indignation est venue jusqu'à Ouagadougou d'ailleurs chez nous où inquiets les Tchadiens résidant dans la capitale burkinabé exigent, je cite, un arrêt immédiat des violences, puis une enquête indépendante pour faire la lumière sur ces crimes. Fin de citation. Oui, nous savons. Les Tchadiens vivant ici qui s'indignent de cette situation et qui élèvent aussi la voix et qui font et qui demandent une enquête par rapport à ce qui s'est passé. Ils sont dans leur droit. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas concevoir qu'un président qui a juré de protéger son peuple réprime une manifestation de cette façon, même si, disent-ils, ils voulaient faire une insurrection. Mais c'est le droit du peuple de s'insurger. C'est un droit. Quand tes droits sont bafoués, le minimum que tu puisses faire, c'est de t'indigner. C'est même reconnu par la plupart de nos constitutions. Le droit à l'indignation. Mais pourquoi on empêche les Tchadiens de le faire? Moi, je pense que Déby ne doit plus durer une minute de plus au pouvoir. Parce que quand tu en arrives à ce niveau de violence contre ton propre peuple, ce qui te reste à faire, c'est de plier tes bagages et de partir, en attendant que la justice s'occupe de toi. Vous pensez donc pour moi, les événements du 20 octobre signent le départ d'Idriss Mahamat? Ces événements sont suffisamment graves pour que Déby continue à diriger le Tchad.
Ça, c'est ce que je pense. Et les Tchadiens au Burkina, vraiment, je les félicite et je les encourage. Ils ont toujours donné de la voix. Chaque fois que leur pays était en difficulté et que les autorités essayaient de bâillonner le peuple, les Tchadiens du Burkina ont toujours, à travers des conférences de presse, à travers des marches, donné de la voix pour qu'on puisse les entendre. Ils ont souvent fait des démarches auprès des autorités burkinabées pour qu'ils parlent à leurs homologues tchadiens pour que quelque chose soit fait par rapport non seulement à leur situation ici, mais par rapport aux conditions dans lesquelles vivent leurs parents au Tchad et par rapport aux questions de liberté individuelles et collectives. Ils ont toujours donné de la voix et moi je les encourage à continuer comme ça, à résister. Et les Tchadiens partout dans la diaspora africaine et au niveau mondial doivent donner de la voix pour venir en aide à ceux qui sont à l'intérieur, qui sont brimés, qui sont spoliés, qui sont tués de cette façon-là, simplement parce qu'ils ont le courage de dire « je ne suis pas d'accord avec la façon dont notre pays est géré ». Si on ne peut pas faire ça, mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Donc le peuple burkinabé doit être solidaire du peuple tchadien. Est-ce que vous pensez, comme le juge Ouedraogo, que ces manifestations du 20 octobre devraient signer le départ de Mahamat Idriss Déby du pouvoir? Non, mais pour moi, il a franchi une ligne rouge. Et ce qu'il a fait est très grave. Il ne mérite plus de rester au pouvoir, ça c'est une réalité. Tirer sur son peuple, c'est revenir dire quoi après? Et pour revenir aux Tchadiens qui vivent ici, ils sont très courageux. Moi j'en connais parmi, Mazmin Nagar, celui qui organisait, qui animait même le point de presse avec ses camarades. Ne pensent pas que c'est facile. Donc parce qu'ils ne sont pas au pays, ils peuvent parler comme ils veulent. Ils sont menacés, même depuis Idriss Déby Itno, père. Depuis Ouaga, ils sont menacés. Difficile pour eux même de rentrer au pays si ce n'est en cachette et comme des fugitifs. C'est ça la réalité. Mais c'est un choix qu'ils ont fait, de dénoncer. Ils ne pensent pas que parce qu'ils sont à des kilomètres, donc ils sont dans des... Non, non. Même ici, je sais de quoi je parle, ils ont reçu plein de menaces. Mais ils ont le courage de dire qu'on ne va pas se taire. Et je pense que c'est comme ça aussi, c'est en dérangeant qu'on parvient à mettre certains dirigeants qui ne méritent pas grand-chose d'être dans un vrai inconfort et de ne pas rester longtemps. Il faut donc soutenir le Tchad. C'est inadmissible ce qui s'est produit. On attendra de voir les suites de cette affaire. C'est déjà la fin de cette deuxième audience du tribunal de l'actualité pour le compte de cette semaine, bien entendu. Merci au juge Geoffroy Vara, merci. Merci au juge Inoussa Ouedraogo, merci. Merci également aux équipes de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Trit TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Le tribunal de l'actualité revient demain avec un maillet toujours aussi juste et sans complaisance. Merci à tous.